نكون يتلالي نفدو تشفي راسك ما قبايلي نتشابه غدو نغمس ونفايدي بنت سكان. Il a vraiment excellemment dit si le Kabyle Tamazigh sera officiel, c'est la paire de l'art. Moi, je suis bien. En fait, ma question tout à l'heure, c'est même un Kabyle, un Bissara Abéli, c'est politique. Même un berger Kabyle, il fait de la politique. Alors, peut-être que ça dépasse un peu le cadre. Tu parlais de. On se connaît, c'est pour ça que je vous tutoie. Je suis né à Ottawa. Et Aïnès, moi, ce qui m'a enquiquiné, c'est Arsène. J'ai eu l'occasion de voir la fille de Salim Hajj à Montréal, l'université de Montréal, avec Benjamin Sora. Exact, Benjamin. Normalement, on dit Benjamin Sora. Un français, parce que vous avez Benjamin, exact. Et ils ont fait vraiment, ils ont fait l'apologie de ce monsieur, alors que c'est vraiment pire, il n'y a pas pire arabiste que lui. Amin Stora, il présente, tu connais sûrement les Boukaïmis et ainsi de suite, partout dans ces séminaires, il présente Salih Hajj comme étant le père de la révolution algérienne. Et tout là, la question directe, j'aimerais bien connaître ton avis là-dessus, même si c'est un peu de la politique. Il est clair que l'ennemi, l'initiateur principal de la lutte contre la Tamazight, qui n'existait pas avant les années 20. Avant les années 20, c'était une admiration, comme je dis, de la culture arabe, une espèce d'assimilation douce et insidieuse. Shakib Barcelone, et j'ai un article extrêmement intéressant ici de Madame Bessis, une recherche sur son influence sur les mouvements indépendantistes nord-africains. Et ce monsieur-là a détourné complètement le sens, un monsieur, il a détourné le sens du mouvement national en Afrique du Nord, pas seulement en Algérie. Il a fait pression. Il a présenté comme seule solution aux pauvres Kabyles qui voulaient lancer un mouvement d'indépendance, il a présenté comme seule solution le lien avec le monde arabe. Il est vrai que le mouvement panarabe à l'époque c'est un mouvement laïque d'abord, et chez les fondateurs de l'étoile nord-africaine, il y avait cet esprit laïque. Donc ils n'avaient pas vu le danger. Ils voyaient une espèce de coopération jusqu'à 1948, où un jeune militant, Ben Hussein, voulait inscrire dans un texte qui était destiné à l'ONU, voulait inscrire juste le mot berbère, juste le mot berbère. Et là, Messel El-Hajj et tout le monde, qui était en fait formé par ce monsieur Shakib Barcelone, qui avait beaucoup d'argent, ce dont avait besoin l'organisation à l'époque. Deux, il résidait en Suisse, où il pouvait rayonner. Trois, il avait des liens dans beaucoup de pays arabes. Quatre, il avait à l'époque des appuis. Il était nommé propagandiste du nazisme dans les pays arabes. Il était l'allié de Mussolini pour envahir l'Éthiopie. Il a négocié l'Éthiopie. Il négocie des pays. Il a conclu avec Bourguiba l'arabisation du parti indépendantiste néo. Il a passé 8 mois
en Libye pour faciliter son envahissement arbitraire. Son seul souci était de déranger la France pour qu'elle quitte la Syrie, pour revenir à l'union de la Syrie et du Liban, ce qui a fait la guerre. C'est le principal propagandiste panarabiste qui ensuite a établi les liens avec la Ligue arabe et le président égyptien Nasser et les autres pour former l'élite algérienne, y compris Kabylie, à l'orientation vers une idéologie arabiste. Je dis y compris Kabylie parce que, il faut se dire la vérité, des fois, il y a beaucoup de leaders kabyles de l'indépendance qui ont prêché l'arabité de l'Algérie. Et je ne veux pas citer de nom, mais vous savez. La majorité avait accepté le principe que, vous savez qui était à côté de Boudelaire quand il avait déclaré en 63, en 62, en 63 que l'Algérie était arabe? C'était ni vous ni moi. Je ne vais pas dire des noms, parce que des fois on fait des extraits, notre ami est en train de soutenir, je ne sais pas quel moment il a fait. Donc, je fais attention un peu. Et moi, j'aimerais vous présenter le bilinguisme comme la solution, en fait, pour la survie du kabyle plutôt. Parce que, est-ce que kabyle plus arabe, c'est pas mieux que arabe plus arabe? Est-ce que kabyle plus suisse alémanique plus français, c'est pas mieux que pas kabyle dans toute cette certaine langue? Enfin, voilà. C'est une très belle perche, en fait. Moi, je suis convaincu que on ne peut pas défendre une langue en empêchant une autre langue, en s'interdisant d'apprendre d'autres langues. Le principe de base pour qu'un bilinguisme soit positif est l'honnêteté et le traitement équitable des deux. Le bilinguisme dangereux, écoutez, je suis dans le domaine des langues officielles et je suis très à l'aise là-dedans parce que, en fait, je travaille dans la promotion des deux, du français et de l'anglais, et je pense qu'on ne devrait pas, surtout quand le potentiel existe, on ne devrait pas exclure le langue. Je pense qu'en Afrique du Nord, une coexistence égale, équitable, de Tamazight et de ce qui est appelé arabe serait une solution idéale. Réaliser les deux en même temps. Ou si on avait parlé de généralisation des deux, ça irait bien. Si c'était honnête, ça aurait été l'arabe et le tamazight sont les deux langues officielles. L'État œuvre à leur généralisation. Le citoyen algérien a le choix peut utiliser la langue de son choix avec les institutions publiques. Et les pays qui ont des systèmes bien évolués vous diront qu'il est, comme le Canada, et des privilèges égaux. Il n'y a pas de doute. Même à ça, il y a des gens qui trouvent des subterfuges. Même quand c'est écrit, moi je le vois comme ça. J'ai ici la loi sur le langue. Il y a un virage à 180. Vous savez, jusqu'à l'an dernier, Tamazight était considéré comme menace à l'unité nationale. Dès que vous parlez de Tamazight, dans les années 80 et 90, c'était atteinte à la sécurité de l'État. Aujourd'hui, officiellement dans le discours, on dit que Tamazight est facteur d'unité nationale. C'est quand même un changement important. Donc le statut inégal, vous venez de le voir. Le Tamazight, langue officielle sur une terre arabe. Ça, c'est la nouveauté. Avant, c'était l'arabe, langue officielle sur une terre amazigh. Aujourd'hui, Tamazight est langue officielle des pays arabes. Ça, c'est dans le préambule. L'Algérie est une terre arabe.
Tamazight et l'Empire d'un pays arabe. L'arabe, la religion et tout. Tamazight ne figure pas à côté de l'arabe comme constante. Ça veut dire que elle est circonstancielle, mais bon, ça ne m'inquiète pas beaucoup si les gens sont assez mobilisés. Je pense pas. Loi qui empêcherait Tamazight d'exister dans les institutions sur la place publique. L'Algérie est le seul pays au monde à avoir décidé que l'utilisation de toute langue autre que l'arabe est interdite dans l'espace public par les institutions de l'État et par les institutions privées. Même en tant qu'entreprise, vous ne pouvez pas normalement utiliser Tamazight, le français ou autre chose. Seul l'arabe, et ça, il y a une loi. Et il y a une trentaine de lois, 30 lois exactement. Les fausses pistes, les gens qui pensent en Algérie qu'on doit généraliser l'enseignement de Tamazight partout, dans toutes les écoles, c'est une fausse piste, c'est un gaspillage d'argent, on le sait dans plusieurs pays, et en Suisse en particulier, on le sait très bien. Il faut mettre l'argent là où il faut mettre l'argent là où les gens sont motivés. La ceinture, voici le gilet de sauvetage, il faut souffler dedans, et le masque, quand il tombe, occupez-vous de vous-même, ensuite de votre prochain. Celui qui est à côté de vous, s'il ne peut pas le faire. La dame qui était à côté de moi voyage depuis 30 ans. Son mari travaillait en France, il est décédé récemment, ce qu'elle m'a dit. C'est une Kabyle unilingue. Je lui ai dit, est-ce que vous avez compris ce qu'il vient de dire? Oui, je le voyage depuis 30 ans, j'ai compris. Bon, il dit, expliquez-moi la sécurité, la ceinture. Elle me l'explique, c'est très bien, elle fonctionne. Tu n'as pas besoin de langue, parce qu'on le voit, ça détache, ça ça, on le met autour du cou, et puis on respire de là. Il m'a dit, celui-là, tu le mets à ton voisin, tu le mets à toi-même. 30 ans qu'elle voyait. Cette dame-là, elle paye le même prix que les autres. Son billet, il le paye au même prix. Peut-être moins parce qu'elle ne charge pas sur Internet, peut-être plus parce qu'elle ne charge pas sur Internet. Elle l'achète à l'agence. Elle paye son billet au prix fort, la sécurité est en danger. Est-ce que ça a besoin de standardisation, ça? Pour dire, هذا وكنخرج من التسنتور فني وكي أتنظري إثم قابتك من بعد أتشوفوا ما فضل برا أتهم ضيس je peux le finir, tout le monde peut vous manger. Les débats inutiles, l'histoire de la graphie, c'est un débat inutile. Les gens qui vous disent on va l'écrire en arabe, moi je le dis toujours, donnez-moi les productions qui existent en arabe pour Tamazight. Il y a 2 livres. Tout le travail qui a été fait depuis, au moins Mouloud Mamri, ça a été fait en caractère latin. J'ai discuté avec des experts égyptiens qui m'ont dit, faites attention, n'utilisez pas le caractère arabe. Parce que nous, si on pouvait utiliser le caractère latin aujourd'hui, on le ferait. J'ai demandé à des linguistes purs leur avis sur la question. J'ai utilisé le tableau de quelques secondes. Si j'écris en arabe, ça, c'est quoi? C'est. Ça, c'est quoi? Ça change. La même lettre change. Maintenant, si je veux dire chou, je vais surcharger ici. Si je veux dire chon, je veux resurcharger ici. Si je veux dire chi, ici, si je veux dire shin, ici, si je veux dire chi, j'ajoute une autre ici. Si je veux dire chat, j'ajoute une autre ici. Les langues sans voyelles est une perte de temps sèche selon les linguistes. Tout simplement. Quelqu'un qui ne connaît pas, je vais vous donner un autre exemple. Moi, mon prénom s'écrit comme ça. Oui, j'écris là. Assimilé presque. Ça, je peux le lire si vous ne... Parce que quand on écrit, dans la réalité, on n'utilise pas ça.
Pour pouvoir lire l'arabe, il faut l'avoir appris de sa propre mère, de son propre père, ou de sa famille. Il faut connaître le mot avant de le lire. Regardez. Donc, l'apprendre à des gens dont ce n'est pas la langue maternelle est une chose aventureuse. Ok? Regardez, je m'appelle aussi. Normalement, c'est comme ça que ça doit être. Mais dans la réalité, on écrit juste comme ça. Ça veut dire, je peux lire comme ça, je peux faire ça. Faire ce que je veux. Pourquoi donc soumettrais-je Tamazight à cet exercice? Les linguistes, les purs linguistes, m'ont dit que 5 ans d'enseignement d'une langue, d'une matière dans une langue avec voyelle, équivaut à 6 ans d'enseignement dans une langue sans voyelle. À chaque 6 ans, vous perdez, à chaque 5 ans, vous perdez 1 an. Dans un cursus régulier, non, de 15 ans, Tu peux répéter, s'il te plaît? chaque 6 ans, une matière qui a besoin une langue sans voyelle a besoin de 6 ans, alors qu'une langue avec voyelle, pour une langue avec voyelle, 5 ans suffisent. Donc, pour un cursus normal, de 15 ans d'enseignement, vous perdez 3 ans. Ça, quand on parle de la langue elle-même, mais l'appliquer à une autre langue, comme Tamazight, c'est encore beaucoup plus compliqué. L'écrire en caractère latin, c'est un rêve émotionnel aussi chez certaines autres, y compris peut-être chez certains parmi vous dans la salle. Moi-même, des fois, je me dis, pourquoi pas? Mais en réalité, on sait que l'universalité nous impose à notre chemin. Ce sont des questions sérieuses d'universalité. On ne peut pas les approcher avec des sentiments. Surtout quand une langue est en danger, comme le kabyle et le bengali. On dit que le droit du citoyen de communiquer dans la langue officielle de son choix avec les institutions est la base des bases. Mais on n'est pas allé dans ce sens. On ne sait pas. On ne garantit pas aux citoyens le droit de parler dans la langue de son choix. L'enseignement, s'il vous plaît, quand on parle de Tamazight, il ne faut pas qu'on parle de l'enseignement de Tamazight. Il faut qu'on parle de l'enseignement en Tamazight, à tous les niveaux. Ce n'est pas compliqué. Prenez l'école primaire. Le calcul se fait en Tamazight. Toutes nos mères savent calculer. Il suffit d'un coup de pouce. Quand on veut faire de la petite science, un peu de l'anatomie d'un oiseau, d'une grenouille, c'est ce qu'on fait à l'école primaire. Tout ça a des noms. On peut les nommer, pourquoi on ne les enseignerait pas? Dans les universités, il n'y a pas que les instituts de langue. Désolé. Appliqué à l'économie, le droit linguistique, le droit coutumier kabyle. C'est une science en soi, le droit coutumier kabyle. De moi a été banni il y a 1000 ans chez les Kabyles. Je ne sais pas si vous savez, je peux revenir là-dessus après avoir fini un peu de gouvernance. Ce que je pense être essentiel, c'est la traduction des écoles normales et les institutions qui garantissent aux citoyens l'usage de leur langue avec nos institutions. Nous avons tellement d'enseignants au chômage. Tamazight, le kabyle ou Tamazight, quand vous voulez, c'est un puits de pétrole pour la Kabylie. C'est à faire. La langue est créatrice de métiers. Beaucoup de métiers. Malheureusement, nous n'avons pas le temps pour nous étendre là-dessus. La langue ouvre des frontières. On ne parlerait plus de Maghreb arabe. C'est le Maghreb des peuples, Amazigh.
vous raconter une histoire avant de finir, que j'aime beaucoup. Kennedy, quand il était président, allait à la NASA pour visiter les lieux avant d'envoyer un homme dans l'espace. D'ailleurs, au Canada, on dit un homme ou une femme, toujours. On ne parle plus d'homme, on parle de personne. C'est le droit de la personne, pas plus le droit de l'homme. Donc, les Américains, quand même, voulaient envoyer un homme, pas une femme. Kennedy allait rendre une visite officielle pour encourager les ingénieurs et les autres à finir le travail. Et il y avait toute une délégation et puis un groupe de journalistes, une meute de journalistes derrière qui couraient et essayaient d'avoir des entrevues. Ils ont rencontré quelqu'un qui était bien habillé et tout le monde ce jour-là était bien habillé à la NASA pour accueillir le président. On s'adresse à lui, on lui dit mais qu'est-ce que vous faites? Il dit j'envoie un homme sur la Lune. Yes, I am sending a man on the moon. Et puis le journaliste lui dit voici ma carte de visite, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir, je pense que c'est CNN, est-ce que vous pouvez venir à une interview ce soir? Et là, le journaliste reçoit un appel, il dit mais le monsieur est un balayeur. C'est pas un ingénieur que vous avez invité. Et il a dit au monsieur mais qu'est-ce que vous faites? Il lui dit si je ne balaye pas, il n'y aura pas d'homme sur la Lune. Ceci pour vous dire, s'il vous plaît, là où vous êtes en mesure de faire quelque chose. Vous venez de faire aujourd'hui, de donner l'occasion de parler du sujet, en mesure de faire quelque chose. Comme ce balayeur de la NASA. Et c'est ici qu'on se retrouve. Je dis à la madame, ça c'est quand même. Je dis à la serveuse, si je vais qu'est-ce que moi-même chez Bougueris, je veux un verre d'eau avec un glaçon. Il m'a dit, quoi? Une bouteille d'eau? Je dis non. Et puis le monsieur qui était à côté de moi voulait traduire pour moi. Je dis non, s'il vous plaît. Vous voyez, qu'est-ce que moi-même sous Bougueris? Je suis allé, réfléchis-moi, elle me dit, vous voulez avec un verre d'eau avec un glaçon? Je dis oui, c'est ça. Elle me l'a donné, et le monsieur m'a dit, oh, faites ça un cabine comme moi. J'ai dit, ben, c'est pour leur apprendre à parler longtemps. Aujourd'hui, chacun de vous peut le faire. Chacun de vous peut le faire. J'espère qu'un jour, on dira à l'Algérie, je n'achèterai vos billets de transport que si le service est dans ma langue. Vous savez, ça se fait dans tous les pays. Ça se fait dans tous les pays. Je n'achète